Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est à un tournant potentiellement historique en ce moment sur Bitcoin. On est censé, ça y est, avoir démarré le marché baissier sur Bitcoin comme nous l'avons tous les 4 ans depuis presque toujours. Et il suffirait finalement d'aller pousser quelques pourcents plus loin pendant quelques semaines de plus pour commencer à venir fissurer cette croyance que, quoi qu'il arrive, Bitcoin alternera pour toujours 3 années de hausse, 1 année de baisse. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques signaux faibles qui pourraient commencer à nous indiquer que cette armure de croyance est justement en train de craquer. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sylvain Marge, je suis trader indépendant et fondateur de Stradogy qui vous permet d'apprendre et de trader en groupe sur les cryptos. Pensez bien mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage du même type et abonnez-vous évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement et gratuitement toutes mes analyses Bitcoin et crypto. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un point sur cette accumulation de ce que j'appelle les signaux faibles qui pourraient de plus en plus laisser penser qu'on est à proximité, je ne sais pas quand exactement et je ne sais toujours pas si ça va se produire, de ce point de bascule dans lequel il va y avoir une réalisation que les cycles de 4 ans sur Bitcoin ne fonctionnent plus. Et j'ai presque envie de dire, si je voulais être un petit peu plus chafouin, on va dire, qu'en fait, ils n'ont peut-être jamais existé et que c'était une simple coïncidence. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que cette théorie sur les cycles de 4 ans de Bitcoin? C'est de partir du principe qu'à chaque halving, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une fois tous les 4 ans, que nous avons une réduction par 2 des récompenses de minage sur Bitcoin, eh bien, cela entraîne une explosion de la valorisation du prix de Bitcoin qui déclenche une bulle et qui déclenche donc une explosion de bulle, puis un marché baissier et on recommence. Donc, la théorie, c'est de dire que c'est ce halving qui donne le tempo, qui est le métronome de cette cyclicité de 4 ans, donc 3 années de hausse, 1 année de baisse sur Bitcoin. Mais si tout ça n'avait pas été une illusion et une coïncidence, c'est un petit peu ce que j'ai envie d'explorer avec vous dans cette vidéo, ou en tout cas, même si ça a eu une réalité dans le passé, ça pourrait ne plus en avoir une très prochainement. Alors je sais que c'est encore quelque chose qui va m'attirer quelques commentaires salaces, d'accord, et peut-être que je me trompe, voilà, c'est pas encore certain non plus, mais je pense que ça vaut quand même le coup de se poser la question. Donc pour rappel, voilà, on a ici les halvings tous les 4 ans avec cette barre verticale en pointillé orange ici. Donc 2013, avril 2016, juin 2020, mai 2024, et puis le prochain n'est pas encore là. Et on observe qu'à chaque fois, eh bien, quand le halving se produit, c'est accélération, donc bulle. Qui dit bulle dit éclatement de bulle, bien market, et on recommence, d'accord? Donc une autre ici en 2016, qui a emmené la dernière phase de bull market 2017, ici en 2020, qui a emmené la dernière phase de bull market 2021, et ici, ça a eu lieu en mai 2024. On a continué de pousser par la suite, mais on voit qu'on est déjà plus sur la même chose qu'on avait sur les cycles précédents. On avait vraiment cette accélération, d'accord, qui crée justement cet effet d'euphorie qu'on est d'ailleurs potentiellement en train de voir sur l'or aussi en ce moment. En parlant de ruer vers l'or d'ailleurs, je sais que ça plaira pas à tout le monde, j'ai envie de faire une vidéo sur l'or en ce moment et à mon avis c'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin que de l'or en ce moment. Je ferai une vidéo sur ça prochainement, mettez un pouce en l'air si vous voulez que je fasse cette vidéo et dites-le moi en commentaire. Voilà, donc ça c'est la théorie classique, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues sur cette chaîne. Après, j'ai la salle de marché, je fais mes lives dans la salle de marché, vous pouvez nous rejoindre là-bas pour avoir des explications beaucoup plus poussées et détaillées. Donc ça, c'est la théorie initiale. Et pourquoi est-ce que ça déclenche des hausses? Eh bien parce que la réduction des récompenses de minage diminue
l'émission journalière de nouveaux bitcoins sur le marché. Donc, ça diminue la distribution d'offres supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que la planche à billets travaille de moins en moins fort. Et donc, que l'inflation de bitcoin se réduit avec le temps. Alors, on dit il n'y a pas d'inflation sur bitcoin. Il y a de l'inflation sur bitcoin. Tant que des nouveaux bitcoins sont fournis aux mineurs en récompense de minage, ça crée des nouveaux bitcoins. C'est de l'inflation. Simplement, cette inflation, elle a été calculée mathématiquement pour se réduire de manière logarithmique avec le temps, être divisé par 2 tous les 4 ans justement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de nouvelles émissions, mais ça ne sera pas avant 2140. Et le premier signal faible dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, on continuera d'avoir des halvings tous les 4 ans pendant encore une centaine d'années, mais l'impact de la réduction de l'offre, il va être de moins en moins fort. Parce que quand on passait d'une émission, alors j'ai plus les chiffres en tête là, désolé, quand on passait d'une émission journalière de plusieurs milliers de bitcoins par jour à, je sais pas, n'importe quoi, je dis un chiffre, à 4000 bitcoins par jour à 2000, ça fait une réduction d'émissions qui est très importante et donc ça fait un choc d'offres très importante. Mais plus l'émission est faible, puisqu'elle est divisée par 2 chaque cycle, et plus sa division par 2 a un impact relatif de moins en moins important. Et je pense que c'est une des raisons, pas la seule évidemment, qui fait que suite au halving d'avril ou mai 2024, on a eu un Bitcoin qui a continué de pousser à la hausse, mais de manière beaucoup plus molle que ce qu'on avait eu sur les post-halving précédents. Donc ça, c'est le premier élément dont il faut quand même un petit peu avoir conscience, c'est que quand il n'y a plus que quelques centaines de bitcoins par jour émis, les diviser par 2, dans la masse totale en circulation, sa valorisation, etc., c'est un impact sur l'offre qui a une efficacité qui se réduit et qui est de manière relative beaucoup moins importante. Deuxième élément, c'est l'évolution de l'intérêt de Bitcoin au fil du temps dans la recherche sur Internet et notamment sur Google. Alors il y a un outil qui s'appelle Google Trends qui est gratuit, qui est très facile d'accès. Vous pouvez taper n'importe quel mot-clé au monde et regarder de quelle manière, à quelle fréquence relative, il donne une sorte de score relatif de l'intérêt d'un mot-clé, d'un sujet avec le temps sur Google. Et on voit que on avait des pics, d'accord, qui correspondaient justement à ces phases d'euphorie, comme en 2017-2018, un pic d'intérêt qui s'effondre rapidement, c'est tout simplement la bulle qui éclate. Encore une fois en 2020-2021, mais avec un amoindrissement par rapport à 2017, et on voit que sur ce cycle-là, on fait des sortes de micro-sommets, mais avec de moins en moins de variations, d'accord ? Donc c'est ça que mesure Google, c'est la variation relative. Et donc le fait que la variation relative, elle soit de plus en plus stable, ça aussi pour moi c'est un signal faible que potentiellement on va plus être sur ces grands embardés suivis de grands crashs sur Bitcoin comme on a pu avoir dans le passé, puisqu'il y a une normalisation de l'intérêt des investisseurs pour cet actif et d'une manière plus générale cette classe d'actifs. Donc c'est-à-dire que c'est entré dans les mœurs maintenant et que le mouvement émotionnel d'intérêt soudain et massif puis de panique, il est évidemment toujours là, il sera toujours là sur les marchés, mais il est en train un petit peu de se normaliser et je trouve que ce graphique est plutôt un témoin justement d'une forme d'habituation et de normalisation à l'existence de Bitcoin pour ce qu'il est aujourd'hui dans le monde. Un signal faible supplémentaire, c'est d'observer le comportement des détenteurs de long terme de Bitcoin. Donc ce qu'on appelle les Bitcoin Long Term Holders, l'offre de Bitcoin qui est détenue par ce qu'on appelle les holders, c'est-à-dire les investisseurs de long terme, donc qui ne vendent pas leur Bitcoin ou qui les gardent pendant très longtemps. Donc en orange, on a l'évolution du prix de Bitcoin depuis 2011 et en vert, on a la masse de Bitcoin qui est détenue par des investisseurs long terme. Et c'est assez fascinant de constater, plus le temps passe, plus la valeur de Bitcoin monte et plus la quantité de Bitcoin qui sont détenus par des détenteurs long terme, elle est de plus en plus importante. Et on est actuellement à 15 millions sur 20 millions de bitcoins qui sont distribués. C'est absolument énorme. Donc ça veut dire aussi qu'on a une offre en circulation liquide
qui est de moins en moins importante. Et donc, eh bien, tous les bitcoins qui ne sont pas bougés, qui ne sont pas achetés ou vendus et qui représentent une part de plus en plus importante, eh bien, contribuent à une stabilisation du prix et une stabilisation long terme de la volatilité. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif. Alors, on peut le considérer comme positif ou négatif. Moi, je pense que c'est quand même plutôt positif sur le fait que potentiellement, cette cyclicité de 4 ans, elle est en train de s'atténuer. Alors, ça ne va pas complètement changer de forme du jour au lendemain, mais potentiellement se moduler et s'atténuer. Peut-être qu'on est à l'orée d'observer ça dans potentiellement les prochains mois sur Bitcoin. Un autre que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est, je vous montre beaucoup d'indicateurs aujourd'hui que je trouve très très intéressants. Je vous conseille de les garder en favori et de les surveiller de temps à autre, même si évidemment on pourra refaire le point de temps en temps sur ce sujet. C'est ce qu'on appelle le business cycle, donc les cycles business, qui reflètent finalement un petit peu si dans l'économie, et surtout l'économie privée, l'économie entrepreneuriale, on est dans des phases ou d'expansion ou des phases de contraction, d'accord? Donc c'est quelque chose de très intéressant et il y a un narratif très fort, je dirais depuis le début de l'année 2025, sur le fait que peut-être que toutes ces années, en fait, Bitcoin, il montait pas parce que l'offre de minage avait été divisée par deux. Et il était juste tout simplement corrélé à la variabilité du cycle business et grosso modo quand il y a un appétit au risque, quand il y a de la liquidité, quand il y a de l'envie d'entreprendre, ou est-ce qu'on est au contraire en mode défensif. Et Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire, je sais que ça plaira pas à tout le monde non plus, jusqu'à preuve du contraire, c'est un actif à risque. Donc c'est-à-dire que les investisseurs, ils en achètent quand ils se sentent en confiance d'un point de vue macroéconomique de prendre le risque d'acheter du Bitcoin et qui s'en débarrassent quand ils veulent plutôt se mettre en mode protection de capital et défensif. Alors on est évidemment là dans des comportements spéculatifs. Il y a aussi un autre jeu, des détenteurs qui ne vendent jamais et qui considèrent que Bitcoin est un actif pour conserver de la valeur parce que comme ça fait que monter avec le temps, s'ils vendent absolument jamais, alors oui, ça vous conservez, vous protégez votre capital d'une certaine manière, mais en encaissant des volatilités quand même assez délirantes. Il y a d'autres manières de travailler avec ça et notamment ce qu'on fait sur Strategy et Palantex, lien en description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces sujets. Donc, cycle économique, tout simplement, et on voit bien que là, il y a une incroyable corrélation et que finalement, l'élongation qu'on a là et l'absence de phase parabolique à la hausse correspond au fait qu'on est resté dans une phase défensive pendant toute cette période et qu'il faudrait une inflexion à la hausse comme on avait eu ici ou ici pour déclencher quelque chose de plus dynamique sur la valorisation de Bitcoin. Mais encore une fois, ça reste à prouver. Ça peut aussi s'inverser et puis Bitcoin, toujours pas de phase parabolique ou beaucoup moins fort qu'avant parce que globalement, plus c'est un actif lourd et plus sa volatilité a tendance à baisser, même si à mon avis, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot et il va encore nous surprendre dans les années qui viennent. En tout cas, que ce soit vrai ou pas, c'est pas si grave que ça en fait. C'est dans l'air, c'est dans le narratif. Et une fois qu'une croyance elle a pris racine dans la tête de suffisamment de personnes, eh bien, ça devient ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Donc, il faut faire très attention à ce type de narratif aussi. Ça peut être aussi, comme on dit, corrélation n'implique pas causation, c'est-à-dire que c'est une corrélation, mais que les business cycles ne sont pas la cause des mouvements de Bitcoin, comme tout le reste d'ailleurs au passage. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dimension psychologique et prophétie autoréalisatrice qui est évidemment très importante dans tout ça. Dernier, que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le cumul des bitcoins qui sont détenus dans des ETF qui ne cessent de monter depuis début 2024 et donc l'introduction des ETF, vous allez me dire normal, mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que la vitesse à laquelle des bitcoins sont finalement transférés dans ce véhicule d'investissement légal que sont les ETF américains, là on parle que des Américains, d'accord? Donc si on ajoutait tous ceux des autres pays du monde, ce serait évidemment encore plus que ça. Et bien la vitesse de progression, elle est supérieure à la valorisation de Bitcoin. Et ça, c'est aussi un signe que on n'est pas sur un point d'inflexion où on est sur le point de se manger un moins 75% sur le Bitcoin. Là, pour moi, c'est de plus en plus difficile de croire en ce moment, de me dire, ça y est, là, on a commencé à baisser et on va vers un Bitcoin à 40 000 $ dans les 11 prochains mois, parce que là, ça fait déjà un mois qu'on a
supposément tombé. Hein, on peut regarder là par exemple, depuis mars 2024, la quantité de Bitcoin détenue dans les ETF a plus que triplé, d'accord? Elle a fait x3,5, alors que dans le même temps, Bitcoin a fait quelque chose comme, vous pouvez aller voir, plus 60, plus 70%. Donc l'adoption était plus rapide que la valorisation de Bitcoin. Et même si ces ETF ils peuvent être achetés et vendus assez facilement, ça crée aussi une forme d'inertie supplémentaire puisque c'est pas un véhicule de spéculation l'ETF, hein. C'est encore une fois aussi un véhicule de détention long terme. Voilà, donc maintenant si on regarde l'action du prêt un petit peu plus près, alors là on est en train de se reprendre à la hausse et on est dans un moment assez intéressant où aussi on est vraiment à la croisée des chemins. J'ai fait une vidéo sur ça la semaine dernière, je vous invite à aller la voir, dans lequel là, ici, on a une grosse zone de liquidation. Vous pouvez utiliser, c'est un indicateur qui s'appelle Liquidation Heatmap, c'est-à-dire les zones sur lesquelles, si le prix l'atteint, ça déclenche des liquidations en cascade, comme on avait pu avoir ici, par exemple, et puis ensuite ici. Donc là, on était sur des débouclages à la hausse, et là, on pourrait être sur des shorts qui se font déboucler à la hausse. Donc là, on est sur une résistance ici en ce moment, à 816 000 $, qui, si elle était franchie avec conviction, pourrait déclencher une cascade de liquidation de shorts, d'accord? Donc de personnes qui misent à la baisse, qui pourrait faire un appel d'air pour moi vers la TH Bitcoin. Et si on revient sur la TH Bitcoin, ça va commencer à être compliqué de se dire qu'on est en début de bear market. Et encore une fois, parfois c'est juste des raisons psychologiques, c'est juste des questions de narratif. Mais s'il y a suffisamment de personnes qui sont convaincues que si on revient titiller la TH, c'est une forme de preuve assez importante, j'ai envie de dire, que non, on va continuer et puis on va sur un allongement de la durée des cycles, ou que les cycles, ils sont basés sur un certain nombre d'éléments, notamment macroéconomiques, et pas que juste parce que on est passé de, 600 bitcoins émis par jour, 600 nouveaux bitcoins émis par jour à 300. Il me semble que c'est dans ces eaux-là, mais vous pourrez me corriger si je me trompe. Là, il y a un an et demi, et que les choses deviennent un petit peu plus matures et un petit peu plus compliquées que ça, finalement. Faut toujours se méfier des raisonnements simplistes. Je sais bien que la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, elle était un petit peu longue et je vous ai donné pas mal d'éléments. C'était aussi pour vous représenter à quel point la réalité, elle est multifacette. Voilà. Pour moi, on n'est pas loin, c'est pas encore réalisé, mais on n'est pas loin d'avoir la pichenette sur le domino qui en fasse tomber plein d'autres, d'accord, jusqu'à un moment donné où, d'une manière assez globale, il y a une forme de révélation de la part des investisseurs qui se disent « Ah en fait, on peut continuer d'accumuler du Bitcoin. » Et ça pourrait changer vraiment la façon dont on se représentait cette cyclicité et le comportement long terme de Bitcoin. Et je pense que globalement, c'est quand même plutôt quelque chose de bien et de positif pour Bitcoin et d'une manière plus large pour l'écosystème blockchain et crypto. Voilà, pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié ce contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage du même type. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement, gratuitement, mes analyses hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires autour de Bitcoin et des crypto-monnaies. Une fois que vous avez terminé cette vidéo, vous pouvez aller cliquer sur les liens en description, rejoindre la salle de marché Strategy pour venir trader avec moi et notre équipe de coach et notre communauté, et rejoindre notre plateforme d'investissement blockchain Palantex. Les liens sont en description et vous pouvez vous inscrire gratuitement et découvrir tout ça. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye.